Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais me plonger dans l'analyse de certains sites internet qui vous proposent des recettes toutes faites pour écrire des best-sellers. Parmi leurs conseils, on va voir ce qui est discutable, ce qui fonctionne à tous les coups et évidemment ce qu'il faut absolument éviter. Alors c'est parti, accrochez-vous. J'ai choisi 3 sites que je vais vous mettre en barre d'infos, mais en fait, il y a des thèmes qui se recoupent. Donc par exemple, je vais parler des personnages en premier. Et le premier site nous dit ceci. Le fait est, mais vous ne serez guère surpris, que tout best-seller qui se respecte doit raconter une histoire dont les personnages principaux sont bien campés et plutôt sympathiques. Halte au narrateur peu attirant. Alors je trouve que c'est discutable comme point de vue, parce que le côté sympathique, en fait, pas vraiment. Il faut que votre narrateur ou que votre personnage principal, si c'est pas forcément le narrateur, il déclenche des émotions. C'est pas forcément de la sympathie, c'est de l'empathie. Et c'est pas vraiment pareil. Vous pouvez faire tout à fait un personnage qui est plutôt méchant, qui est plutôt cruel. Vous pouvez donner la voix à quelqu'un qui est une vraie ordure au final et que les lecteurs en fait apprécient vraiment son parcours, apprécient son évolution, qu'elles suivent petit à petit parce que c'est plutôt intéressant en fait d'avoir son point de vue à lui. Halte narrateur peu attirant, je suis tout à fait d'accord quand c'est un narrateur qui est un petit peu condescendant par exemple, qui est un peu peste sur les bords, ça peut être vite problématique en fait. Oui, on s'identifie pas et en plus si le narrateur nous tape sur le système, ça peut être compliqué. Faire un personnage, par exemple, on va dire un psychopathe ou un bourreau, ça peut être très intéressant. Il n'a pas forcément à nous taper sur le système. Donc là, je trouve qu'il y a de la nuance à apporter. Ensuite, ils disent le processus d'identification ne va pas bien fonctionner et vous prenez une option pour le pilon. Bien sûr, il doit leur arriver plein de misère, mais fort heureusement, grâce à leur qualité hors du commun, tout est bien qui finit bien. Pas forcément en fait, tout est bien qui finit bien, non, vous pouvez le faire crever votre personnage, ça peut être tout aussi intéressant et votre lecteur va être vraiment engagé émotionnellement, donc ça, ne vous dites pas qu'il faut forcément que ses qualités lui sortent de la mouise ou que ça se finit bien. Il peut avoir de l'aide extérieure, mais aussi il peut, si jamais c'est un meurtrier, vraiment avoir ses compétences sadiques à son service en fait. J'ai un problème aussi avec le processus d'identification ne va pas bien fonctionner si jamais vous prenez pas un personnage sympathique. Non. L'empathie, en fait, ça va vous permettre l'identification. Qui, en fait, là où les gens vont s'identifier, c'est les émotions. Et ça peut être dans le côté négatif, les émotions de jalousie, de colère, de brutalité. Tout le monde l'a expérimenté à un certain point. Donc c'est toujours intéressant, en fait, d'aller à l'extrême et de voir un peu le panel d'émotions qu'on peut avoir. Alors ça, c'était sur le premier site. Sur le deuxième site, ils nous disent « Enfin, les personnages doivent être, comment dire, actifs. » Les auteurs ont constaté que des verbes comme grab, do, think revenaient très fréquemment dans les best-sellers. Dans les livres qui se vendent peu, on trouve des verbes plutôt passifs, need, want, miss. Bref, vos personnages doivent agir et non pas subir. Alors ça, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'ils doivent agir. Par contre, vous pouvez mettre des moments de doute. En fait, vous pouvez mettre des moments de réflexion. C'est toujours bien de montrer un doute personnel. Ça apporte du conflit interne. Mais c'est sûr que si votre personnage est vraiment en mode admiratif, un peu passif, au final, en fait, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver et c'est pas très intéressant de le suivre dans une aventure. Il faut qu'il prenne une part active dans votre histoire. Ça, je suis entièrement d'accord avec ce conseil. J'aime beaucoup leur phrase « Je pense donc je suis » est plus attractif que « Je souhaite donc j'attends ». Ouais, non, c'est vrai, c'est carrément ça. Moi, je suis d'accord avec leur phrase. Et le troisième site nous dit « Des personnages principaux volontaires qui expriment leurs émotions ». Ah voilà, on a les émotions enfin, un qui en parle. Les personnages principaux les plus populaires ont toujours du pouvoir, du dynamisme et de la volonté. Non, parce que là, ça montre vraiment plutôt un personnage de héros, alors qu'un personnage principal n'est pas forcément un héros. Il y a beaucoup d'exemples en littérature où c'est des êtres plutôt victimes, où c'est des êtres plutôt faibles. Prenez par exemple Les Misérables, Cosette ou L'étranger d'Albert Camus. Ce ne sont pas forcément, surtout L'étranger, je veux dire, ce ne sont pas forcément des personnages qui sont pleins de pouvoir et de volonté. Au contraire. Dans l'univers du best-seller, les personnages désirent, ont besoin, doivent, ils montrent et maîtrisent leurs désirs. Ouais, ça je suis d'accord en fait. Le désir, c'est ce que votre personnage veut, donc ça va peut-être apporter un conflit, ça va apporter une direction. Donc ça, oui, complètement, il faut vraiment montrer ce dont ils ont envie. Ça, je suis entièrement d'accord. Alors, le style du roman best-seller. Surtout pas de style alambiqué, bannissez autant que possible les phrases de plus de 10-12 mots.
un sujet, un verbe, un complément avec un vocabulaire compréhensible par tout le monde. Voilà une bonne partie de la recette. Alors là où je suis d'accord en fait, c'est un vocabulaire compréhensible et quelque chose d'assez efficace dans le style. Je suis entièrement d'accord, mais par contre, il faut de la nuance. 10, 12 mots, pas plus, c'est pas beaucoup. Je trouve que ça va être plus la diversité de vos phrases qui vont apporter du style. Donc moi je trouve que là où ça peut être pas bien, pas un bon conseil, c'est qu'en fait vous allez vous triturer le cerveau pour calculer chaque mot de chaque phrase pour éviter absolument qu'il y ait plus de 12 mots dans votre phrase. Non, laissez-vous la liberté de pouvoir écrire comme vous voulez. Il y aura des phrases où il y aura 4 mots, il y aura des phrases où il y aura 20 mots, il y aura des phrases où il y aura 15 mots. C'est pas grave. Je me rappelle, j'avais déjà vu ce conseil autre part et j'avais vu que c'était 15 mots, moi, pour le coup. Et j'avais commencé à vraiment me triturer le cerveau, à vraiment réfléchir dans tous mes paragraphes, d'avoir 15 mots. Non, on abandonne très vite parce qu'en fait, parfois, notre pensée ne se traduit pas en 15 mots tout pile. Et je trouve que c'est une poursuite de la perfection, à moins que vous voulez faire vraiment un exercice de style dans tout le roman, un peu à la Georges Perec. Non, franchement, vous bilez pas, faites des phrases comme vous le voulez. Je me demande ce qu'ils entendent par style alambiqué. Donc en fait, le best-seller doit être un vocabulaire simple. Et ça, je l'ai vu aussi dans le deuxième site. Donc j'imagine que alambiqué, ça serait un peu prout-prout, ça serait un peu... J'ai pas envie de dire vieux français parce que c'est pas vieux français. Je pense qu'on peut écrire bien sans que ce soit du vieux français. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose d'assez direct, peut-être pas trop de métaphores. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air de dire, d'être vraiment dans une direction simple. Si vous voulez mettre de la métaphore, mettez de la métaphore. Je trouve que ça peut vraiment préciser. Alors là où il y a le problème, c'est de mettre toujours des métaphores, vraiment d'alourdir votre style et vraiment de vouloir en faire trop. Donc ça, évitez-le. Par contre, si vous avez de temps en temps une petite métaphore, quelque chose d'un peu poétique, bah, profitez-en en fait. L'écriture, c'est fait pour s'amuser aussi. Sur le deuxième site aussi, ils mettent exactement la même chose. Oubliez les formules alambiquées et les mots rares. Et là, en fait, où je suis un peu pas d'accord avec ce qu'ils disent, contrairement au premier, en fait, ils parlent de l'exemple de la langue anglaise et par exemple, ils disent que le mot thing, qui veut dire chose, il peut revenir jusqu'à 6 fois plus souvent dans un best-seller que dans un autre livre. Sauf que nous, on n'a pas les mêmes codes d'écriture que la langue anglaise. Par exemple, la langue anglaise, ils vont dire beaucoup de verbes de parole. Donc, dit-il, I say, he said. Et c'est absolument pas un problème. Pareil pour la répétition des verbes être et avoir. J'allais dire en anglais du coup. Tandis que nous, on va éviter. Donc ça, franchement, apportez-y de la nuance, à moins que vous vouliez écrire en anglais. Mais ça, ces répétitions-là, je trouve que c'est vraiment sur la norme de la langue anglaise. C'est pas gentil ce qu'ils disent. Faire des études de lettres est sans doute une bonne idée à condition de les compléter par un passage dans le journalisme ou la pub. Vous y apprendrez les titres ou les formules qui font mouche, c'est-à-dire à parler à des millions de personnes. Là où ils ont raison, c'est que le journalisme ou la pub, ça cible. Et en fait, ça fait un peu les gros titres, c'est assez attirant. Donc du coup, il faut avoir un peu ce côté vendeur, on va dire, entre guillemets, où il faut avoir des formules, un style lapidaire qui peut être cool. Là, c'est un peu cliché ce qu'ils disent qu'en gros les études de lettres c'est fait pour écrire joliment, c'est fait pour écrire de façon poétique. Chacun écrit de façon spécifique, donc vous bilez pas sur ça. Si vous avez fait des études de littérature, si vous avez fait du journalisme, mais surtout en fait c'est très restrictif parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin il y aura des médecins, des bouchers, peu importe qui vont écrire. Et bien tant mieux, chacun a sa voix en fait. Troisième site, c'est celui que je préfère honnêtement parce que c'est celui qui a le plus de nuances. Bien sûr, il dit aussi qu'il faut avoir un langage simple et efficace, mais surtout, le style est bien entendu un élément déterminant dans l'accueil d'un livre. Il doit être à la fois mécanique et organique, un mélange de savoir-faire inné et acquis. Et ça, je suis super d'accord en fait, parce que le style ça va se travailler, mais il y a des choses innées, donc des choses en fait, des voix qui se dégagent des personnes, et de l'acquis c'est du savoir en fait, savoir bien écrire. Écrivez au fur et à mesure, et vraiment c'est un mélange de savoir-faire, donc vous allez voir que votre style va se polir au fur et à mesure. Ce n'est pas que du langage simple, direct de la vie de tous les jours. Alors après, sur chacun des sites, en fait, ils parlent de thèmes différents, mais il y en a quelques-uns que j'apprécie vraiment. Donc, je vais vous parler, par exemple, d'un des sites qui parle de la première phrase. Et franchement, là, ils ont vraiment tout compris et je suis
100% d'accord, c'est sur l'importance de la première phrase. Alors ça ne va pas forcément mettre votre livre dans une catégorie dès le début. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est que voit en fait en premier votre lecteur. Dans une librairie ou dans une bibliothèque, il va ouvrir votre livre, il va un peu regarder, il va fureter les premières pages, il va regarder votre première phrase. Si jamais ça ne lui plaît pas, il risque de fermer le livre et le mettre de côté. C'est entièrement normal du coup de vouloir faire une bonne première impression, une bonne première phrase. Là, dans les conseils, ils disent cette phrase contient une prise de décision qui déclenche une action, deux personnages et une référence à leur lien relationnel, un conflit à l'horizon, des mots simples et faciles à lire, une voix crédible qui fait autorité. Je sais que ça peut sembler beaucoup d'informations comme ça, mais très honnêtement, en 2-3 phrases d'incipit, vous pouvez mettre toutes ces informations. Au lieu de mettre je ou il, vous mettez un prénom. Déjà un prénom, ça va nous donner un genre, ça va nous donner un peu une idée, ça va nous donner aussi une idée du pays. Si vous prenez des prénoms anglophones par exemple, là du coup, on est déjà dans l'activation de notre imaginaire. Prenez aussi une action, si c'est difficile pour une personne de, je ne sais pas, soulever quelque chose, on va se dire un âge, mettez-le en action, mettez-le en relief pour qu'en fait il y ait déjà 2-3 éléments qui puissent se dégager. Le conflit à l'horizon, ça c'est très important, ça va donner un petit peu la dynamique de votre personnage. Moi par exemple, ce que j'ai fait dans mon roman, je décris Ed, mon personnage principal, qui est vieux, qui est dans le désert, qui est assoiffé. Bref, c'est pas la joie pour lui. Franchement, il va crever d'ici quelques jours si jamais il n'a pas d'eau. Et bien pour montrer ce conflit-là, il puise de l'eau d'un puits et en fait la première action c'est cette corde qu'il lâche en fait parce que le seau est beaucoup trop lourd pour lui, il est trop vieux pour faire ce genre de choses, il a chaud, c'est le désert à côté et vraiment on est dans l'attente, le lecteur ne sait pas si cette eau va arriver hors du puits et que en fait le personnage va pouvoir boire, qui a un besoin assez primitif de survie. Donc là on est directement dans mes thèmes principaux de mon livre, la survie, la sécheresse et j'ai présenté mon personnage principal. Créer un roman best-seller en 2 mois puisque vous avez consacré un mois plein à vous documenter et à réfléchir à ce que vous allez dire demande de la discipline. Une fois que vous avez décidé de vous y mettre, plus rien ne doit vous arrêter. Ni interruption de l'extérieur, ni vague à l'âme, interdit. Vous devez bien sûr vous organiser des périodes de break, merci bien. En fait, moi ce que j'aime pas c'est que ça vous culpabilise. Ça vous culpabilise énormément parce que le problème majeur en fait avec les auteurs, c'est que on a toute cette société qui vous dit ça doit être complètement inné, vous devez vraiment sortir un roman de votre chapeau presque comme un génie, et que si jamais vous faites des pauses, en fait vous faites pas la bonne chose, vous n'êtes pas sur le bon chemin pour écrire un bouquin parce que vraiment vous devez écrire, je sais pas, 500 mots par jour, tous les jours, obligé. Non. En fait, vous faites absolument comme vous voulez. Si votre roman il met 10 ans à sortir, il mettra 10 ans à sortir. Je trouve qu'en fait, le roman, c'est une question de maturité aussi. Il y a des histoires qui n'arriveront jamais à maturité et c'est pas grave en fait. Les histoires, ça fait partie de nous. Il y en a certaines qu'on doit extérioriser, d'autres qu'on doit garder à l'intérieur. Pas toutes ne seront publiées. Regardez Amélie Nothomb, j'avais vu dans une interview la dernière fois, elle a dû en écrire une centaine de bouquins. Elle en a publié qu'une 30aine, si je ne me trompe pas. Et ben voilà, c'est qu'il y a pas toutes les histoires ne doivent être sur le papier. Par contre, nous, en tant qu'écrivains, tant que ça nous fait du bien, tant que ça nous fait plaisir d'écrire, et tant qu'on a vraiment ce lien personnel avec les personnages, et que vraiment c'est comme une thérapie un peu, mais écrivez. Pas de pause, prenez des pauses, faites vraiment comme vous voulez, mais surtout déculpabilisez-vous. C'est pas très grave si vous arrêtez d'écrire pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Au contraire, en fait, ça va vous apporter de l'expérience et ne vous mettez pas une pression, je dois écrire comme si en fait c'est un business et que vous deviez vraiment remplir une fiche de quota. Je pense pas que ça marche comme ça l'écriture. Oh bah moi qui voulais faire une vidéo rapide, c'est déjà 30 minutes de visionnage. Alors, il y a un autre conseil, c'est parmi les thèmes, en fait, faire des thèmes de l'intime. Donc, apparemment, une scène de petit déjeuner serait toujours plus efficace qu'une autre avec des serpents ou une grotte. Ça dépend, je pense que c'est discutable parce que ça dépend à quoi ça sert dans votre histoire. Vraiment, ne mettez pas une scène de petit déjeuner pour présenter la routine d'un personnage. Ça peut être vite chiant et surtout, ça ne nous dit pas grand-chose sur le personnage, ça ne nous dit pas grand-chose, à moins que ce petit déjeuner soit un peu extraordinaire, que la personne soit hyper maniaque par exemple. Si vraiment ça a un impact sur votre histoire, mettez-le carrément. Mais sinon, ne mettez pas de la vie intime juste pour mettre de la vie intime. Non, ça, je pense que le lecteur,
on s'en fiche un peu. Généralement, la lecture, c'est pour sortir de notre monde, de notre routine, pour justement rêver. Ça peut être rêver sur de la vie quotidienne complètement réaliste, mais si ça n'a pas d'intérêt à l'histoire, juste zappez-le. Alors ça, ce conseil, je l'aime beaucoup, où le rythme est un facteur essentiel. Dans la Trinité classique, exposition, conflit, résolution du conflit, l'auteur du best-seller doit susciter des émotions, mais surtout les alterner. Espoir, déception, espoir, déception. Oui, je suis entièrement d'accord. Ça doit être comme ça en fait. Il ne faut pas que votre personnage aille du point A au point B directement en ligne droite, parce que sinon il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de péripéties, il n'y aura pas d'évolution. Mais par contre, vous pouvez faire vraiment des petites régressions, des petits blocages, des changements de direction. Amusez-vous, il faut que votre personnage galère un petit peu, comme ça rend l'enjeu un peu plus sympa. Je sais pas comment dire ce conseil. En vrai, il est super drôle et je l'avais pas vu avant de faire la vidéo. Je peux pas lire complètement les phrases comme ça parce que je sais pas sur YouTube comment ça marche avec ces mots-là. Mais en gros, pour les relations sexuelles, ça ne fait pas forcément vendre un bouquin, donc n'en mettez pas à tout bout de champ à chaque chapitre. Et il parle de 50 Shades of Grey. Non, mais après, voilà, 50 Shades of Grey, il y a d'autres trucs qui sont bien. Et oui, voilà, c'est ce qu'ils mettent, en fait. Ils mettent quand même qu'il y a pas mal de choses. Il y a un suspense à la fin du tome 1. Il y a quand même des choses au niveau de la structure du récit qui sont quand même bien mis en place. Et c'est pas que pour les scènes sexuelles que les gens y vont. Bon, moi, très honnêtement, je l'ai pas lu, donc je ne peux pas dire mon opinion. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il disait, mais en fait, je tombe sur autre chose. Et je trouve que ça, en fait, les sites, les blogs, les vidéos, certaines vidéos, je pense que je vais nuancer mon propos et ils le disent, mais en fait, c'est vraiment, t'as l'impression que le premier jet, c'est directement le roman et en fait, tu te donnes une solution toute faite pour écrire une histoire, oui, mais en fait, que le premier jet va être directement envoyé en maison d'édition, alors que pas du tout. Après le premier jet, c'est limite l'étape la plus facile. Après le premier jet, l'étape de correction, elle est très très longue, c'est un enfer. Moi honnêtement c'était compliqué, mais en fait, jugez par vous-même. Pour ce qui est de la vitesse d'écriture, la réponse est plus simple. Ce n'est qu'une question d'organisation et de préparation. Un petit roman de 180 pages par exemple équivaut à 45 000 mots environ. Il vous faut donc écrire en moyenne 500 mots par jour pour écrire votre roman en 3 mois. Rien de bien compliqué. Suivant votre inspiration du jour, il ne vous faudra guère plus d'1 heure pour écrire ces 500 mots. Surtout si vous y êtes bien préparé avant de vous lancer. Pas du tout. Alors là, s'il y a une seule personne qui me dit que 500 mots, il les fait en 1 heure par jour. Alors je sais qu'ils disent suivant votre inspiration, en moyenne, non, d'accord. Mais en fait, on n'écrit pas tous les jours. Ça c'est sûr et certain. Il y aura des obligations familiales, il y aura des obligations professionnelles et il y aura des pannes sèches, des chapitres où on ne sait absolument pas quoi écrire, des moments où on revient sur notre plan, des moments en fait où on recorrige notre chapitre qu'on vient de finir et que finalement les 2000 mots qu'on a écrits pour faire ce chapitre, hop, ils zappent parce qu'on a changé de direction. Mais c'est plus complexe que ce qu'ils disent et surtout ces 45 000 premiers mots, ça va être votre premier jet. Donc ne vous dites pas, hop c'est fini, 180 pages, j'ai mes 45 000 mots, je peux les envoyer en maison d'édition. Non, s'il vous plaît, ne zappez pas l'étape de correction parce que ça va être l'étape la plus importante, celle qui va vraiment vous décrocher un contrat en maison d'édition. Voilà, j'ai fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des sites si jamais vous voulez que je fasse d'autres comparaisons. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Il y a des choses quand même que j'ai lues assez souvent et que j'avais déjà lues avant. Mais voilà, je voulais vraiment vous en parler, que ça soit un peu comme une conversation. Moi, c'est vraiment que mon humble avis et c'est basé sur mon expérience personnelle. Mais on est tous au final des écrivains qui fonctionnent de différentes façons. Donc vraiment, assurez-vous d'écrire de votre mieux. Mettez-y votre cœur, mettez-y votre temps. Tous ces sites en fait vous apportent une pression supplémentaire dont vous n'avez pas besoin. Pensez à pourquoi vous voulez écrire à la base. Moi j'entends beaucoup de mes amis, beaucoup de mon entourage qui me dit j'écris parce que ça me fait du bien et que ça me fait plaisir. Et moi je trouve que c'est le plus important. Tant que ça vous fait plaisir, tant que ça vous fait du bien, s'il vous plaît n'arrêtez pas d'écrire.